Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Mais quel arrêt de la part de côté d'Allemand. Le laver. La feinte, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est but! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit le gardien des Marquis de Jonquière, Tristan Bérubé. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien, ça va bien. Donc, déjà un mois et une semaine d'activité dans la Ligue. Donc, on reçoit un bon invité, là, un invité qui connaît du succès sur la glace jusqu'ici, depuis le début de la saison. Déjà 2 blanchissages en 6 parties. Oui. L'année dernière a été le gardien de l'année dans la Ligue. Donc, on ne reçoit pas n'importe qui à la Source LNH. Non, un invité de marque ce soir. Un invité de marque, exactement. Et j'espère que les fans des Marquis de Jonquière seront avec nous en grand nombre pour en apprendre plus sur leur gardien étoile. Et à commencer peut-être, Dave, là, avec quelques nouvelles. Il y a quelques nouvelles quand même, un petit 15 minutes chargé là, avant d'avoir notre invité. Ouais, ben tu sais, ça bouge toujours dans la Ligue nord-américaine. Fait qu'on va commencer tout de suite avec les nouvelles. Un peu comme à chaque semaine, les 3 étoiles la semaine qui ont été annoncées. Donc, 3e étoile, Alexandre Lamarre. Du National de Québec, donc qui a été acquis, là, je pense, la semaine d'avant des Marquis. Là, donc, une recrue qui s'est distinguée à son premier match, là, a marqué 2 buts dans la première victoire là, de l'histoire de l'équipe. Et puis, également, là, ajouter une passe là, dimanche. Donc, une bonne fin de semaine pour Alexandre Lamarre. Ensuite de ça, Maxime Saint-Cyr, qui a connu une fin de semaine de 2 buts, 3 passes en 2 matchs. Saint-Cyr, là, qui est fermement installé après un mois, une semaine au sommet des pointeurs là, de la Ligue nord-américaine, pas mal où ce qui est habitué d'être depuis le début de sa carrière. Donc, c'est fun de voir là, le National connaître un peu de succès. Là, on réussit là, leur première victoire vendredi. Dimanche, là, on a tenu tête au pétrolier pendant une bonne partie de la rencontre. Ça un petit peu en 3e période, là, ça s'est un petit peu effondré, là, mais quand même, là, on voit qu'il y a de la progression du côté du National. Et parlant des pétroliers, la première étoile de la semaine, il y a Ejov. C'est drôle parce que, tu sais, Ejov, qui a eu de la misère, ses 2 premiers départs là, avait accordé plusieurs buts. On se disait, le gardien qui vient de la KHL, nanana, que peut-être que le résumé était plus beau qu'on pensait, mais je veux dire que depuis les 2 premières semaines-là, il y a Ejov là, qui continue d'enfiler là, les bonnes performances de suite. Et là, il est allé chercher son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue nord-américaine. Donc, un jeu blanc de 24 tirs. Par contre, ça a quand même été beaucoup de tirs là, dans le fond, dangereux. C'est une partie serrée. Ouais. C'est ça, c'est une partie super serrée. Je veux dire, son équipe lui a donné seulement un but. Il faut dire que de l'autre côté, Zachary Boutier a connu un très bon match lui aussi, mais quand son équipe lui a quand même donné seulement un but avec lequel travailler pendant toute la rencontre. Puis il a quand même réussi à aller chercher le jeu blanc. Donc, il y a Ejov qui est vraiment, là, plus les semaines avancent, plus il est en train de trouver ses repères dans la Ligue nord-américaine et est en train de s'établir comme un bon gardien là, dans la Ligue. Donc, aussi, ça fait 3 semaines de suite à peu près qu'il est dans les jeux de la semaine également. Donc, il est capable d'y aller d'arrêt spectaculaire également. Donc, il y a c'est important, ça, faire les jeux de la semaine. Ouais, c'est important. C'est pour ça que les gens viennent à l'Arena pour voir des jeux spectaculaires. Donc, voilà. Puis, je voudrais donner une petite mention aussi, parce que Sébastien Auger, là, qui a également récolté un jeu blanc en fin de semaine, son 3e en carrière en saison régulière, en a un également en séries éliminatoires dans sa carrière, donc 4 au total, là, si on additionne les 2 dans la Ligue nord-américaine. Donc, lui, blanchit les éperviers de Sorel-Tracy à Sorel-Tracy, donc sur la route, pour permettre au Cool FM de demeurer en tête du classement général à égalité avec
l'Assurantia. Ensuite de ça, si on y va là, pour les plateaux, bien, il y a Bobby Barry qui a enfin réussi à devenir seul en haut des entraîneurs les plus victorieux de l'histoire de la Ligue. Donc, 294 victoires en saison régulière pour Bobby Barry. On l'a déjà mentionné parce que ça fait quelques semaines qu'on en parle, mais avait déjà le record pour les séries éliminatoires. Donc, le record pour les bagues, record pour les bagues de championnat, record pour les... bon, ben, tu l'avais préparé. Ouais, donc, 97 victoires, séries éliminatoires également, 5 championnats des séries éliminatoires. Exact. Donc, j'imagine que c'est sûr que l'Assurantia va faire les séries cette saison, puisque toutes les équipes font les séries. Donc, aurait quand même la chance là, d'atteindre le 100 victoires en séries éliminatoires et le 300 victoires en saison régulière. Il en manque juste 6, donc ça serait un plateau qui serait le seul à avoir. Évidemment. Ensuite de ça, un plateau qui aurait dû être fait la semaine dernière, mais heureusement, la Ligue nord-américaine révise les buts pour s'assurer que les bons points sont attitrés aux bons joueurs. Puis, il y a Simon Demers qui s'était vu rajouter une passe sur le but de Charles Tremblay, donc il y a 2 semaines, une semaine et demie, sur son but en filet désert là, dans la victoire que le Coup FM a vu contre les Éperviers, mais cette fois-ci en Beauce. Donc, cette passe-là était son 200e point dans la Ligue nord-américaine. Donc, Simon Demers qui est quand même un des joueurs avec le plus d'ancienneté dans toute la Ligue et le joueur avec le plus d'ancienneté à Saint-Georges depuis que Kevin Cloutier a pris sa retraite. Donc, un beau plateau là, pour lui qui continue là, de connaître du succès pour le Cool FM. Donc, ça faisait le tour pour les plateaux. Sinon, si on y va avec les premiers buts, c'est quand même encore plusieurs joueurs qui ont marqué leur premier but dans la Ligue nord-américaine. Donc, Ryan Brochette, ça, on allait aussi en aborder parce que c'était une des 2 signatures que les 3L ont effectuées la semaine dernière. Donc, lui qui s'est amené, là, était annoncé, je pense jeudi, était annoncé. Finalement, là, s'est amené à Rivière-du-Loup. Marqué son premier but à Thetford Mines. Donc, va rajouter de l'attaque avec les 3L. Quand même un gars qui a une belle feuille de route. On y reviendra rapidement. Alexandre Lamarre, on en a parlé dans les Étoiles de la semaine, a marqué son premier but pour Québec. Loïc Gibault a marqué son premier but pour les Pétroliers à Québec dimanche. Donc, une recrue là, à Laval qui... dans le fond, fait parler de lui. Il connaît quand même là, beaucoup de succès dans la Ligue Senior 3 avec Valleyfield depuis le début de la saison. Donc, on voit un peu ce qu'il est capable de faire dans le Senior 3, puis on lui donne une chance à Laval. Samy Carbonneau, donc pour un joueur du style à Samy Carbonneau, j'imagine que ça va faire du bien de marquer son premier but dans la Ligue nord-américaine. Donc, on le sait, là, depuis le début de la saison, est reconnu pour sa robustesse. Donc, est un joueur là, qui... protège ses coéquipiers à Saint-Hyacinthe puis qui met un petit peu de piquant dans les rencontres. C'est toujours le fun là, quand on peut voir ce type de joueur-là s'inscrire au pointage parce que c'est un joueur qui est quand même capable là, d'évoluer sur une présence régulière à Saint-Hyacinthe. Vincent Mignot à Jonquière, c'est drôle parce qu'il s'était fait attribuer un but vendredi soir qui aurait été son premier dans le match contre Québec en carrière dans la Ligue nord-américaine. Mais finalement, après révision, le but a été changé, était accordé à Marc-André Terrien qui a fait dévier le lancer. Mais c'était pas pour rien pour abattre Vincent Mignot qui, le lendemain, à Saint-Hyacinthe, a marqué là, son véritable premier but en carrière dans la Ligue nord-américaine. Puis Samuel Desgroseilliers, défenseur recru à Saint-Hyacinthe également dans ce match-là de samedi. Donc, il y a 3 joueurs qui ont marqué leur premier but en carrière dans la Ligue nord-américaine lors du match de samedi à Saint-Hyacinthe, qui est un match de fou, remonté là, spectaculaire du bataillon. Perdait 5-2, on gagnait ça 7-6. On s'est échangé l'avance une couple de fois là, dans le match. Donc, tout un samedi en fin d'après-midi. Le match commençait à 5 heures, qui est une heure... c'est rare qu'on voit cette heure-là là, dans un match de la Ligue nord-américaine. Donc, une belle fin d'après-midi pour tout le monde présent là-bas. Donc, finir les nouvelles, les signatures. Donc, il y a eu 3 signatures importantes la semaine dernière. Donc, Ryan Brochette, on en a parlé. Ryan Brochette, qui a quand même une belle fiche de route. Pour ceux qui connaissent la Ligue BCHL, qui est quand même une ligue très forte là, en Colombie-Britannique. C'est la ligue dans laquelle Kel McCarr a d'ailleurs déjà évolué. Donc, c'est un joueur là, qui est quand même fini 2e pointeur de cette ligue-là lors de ses années juniors, derrière Alex Newhook du Canadien de Montréal, qui est un ancien choix de première ronde de l'Avalanche du Colorado. Donc, ça va être intéressant de le voir aller à Rivière-du-Loup, voir qu'est-ce qu'il y a de faire. Il a déjà marqué un but. Thomas Bellegarde également, qui a été le choix de première ronde, si je ne me trompe pas, là, des 3L. Choix de première ronde.
Exact, lors du dernier repêchage. Donc, on a finalement réussi à l'amener avec l'équipe. Donc, c'est sûr que dans une ligue comme la Ligue américaine, c'est important de réussir de signer ses choix de première ronde. Donc, les Trois-L ont réussi à faire ça. Donc, on en avait parlé là, quand on avait fait la petite analyse avec notre panel la semaine dernière, là, qu'on avait besoin d'attaque à Rivière-du-Loup. Donc, c'est une belle coïncidence que 2 jours après, on signe là, 2 attaquants qui vont pouvoir là, justement leur rajouter du punch à cette offensive-là. Également, une autre signature, Félix Chamberlain, qui a joué son premier match à Québec dimanche. Donc, un autre joueur là, qui a déjà joué un petit peu dans la Ligue américaine. La saison 2019-2020 avait joué quelques matchs là, avec le Cool FM. Donc, lui qui, dans le fond, là, s'amène à Québec et va aussi rajouter de l'attaque là, pour le national. Donc, voilà pour les petites signatures. Donc, on enchaîne. Il y avait une transaction qui a eu lieu en fin de semaine. Donc, Maxime Guillaume qui a été échangé au bataillon de Saint-Hyacinthe en retour de Nathan Ouellette. Donc, Nathan Ouellette là, qui avait été acquis par le bataillon en provenance de Rivière-du-Loup. Donc, on réussit à le rapatrier du côté de Rivière-du-Loup. Il faut dire que du côté de Nathan Ouellette, on ne s'attendait pas à pouvoir jouer à Rivière-du-Loup cette saison. Donc, quand cette opportunité-là s'est présentée, on a voulu le rapatrier du côté des Trois-L parce que c'est un joueur local là, qui est quand même intense. Je trouve ça drôle un peu parce que c'est le joueur qui a la distinction d'avoir marqué le premier but dans l'histoire du bataillon de Saint-Hyacinthe, qui dans le fond, maintenant n'est plus avec l'équipe et est à Rivière-du-Loup. Puis du côté de Maxime Guillaume, on avait un début de saison, pas le début de saison qu'on espérait. Là, on cherchait toujours notre premier point, notre premier but, surtout parce qu'on était un marqueur du côté de Guillaume. À Rivière-du-Loup, là, après 7 matchs, je crois, là, on n'avait pas réussi à marquer. On se fait échanger à Saint-Hyacinthe, puis lors de notre premier match, on marque notre premier but, donc peut-être qu'il y a un changement d'air. Un but 2 passes, hein, je pense, dans son premier match. Donc peut-être qu'il y a un changement d'air, ça va repartir sa saison. Et finalement, du côté de Sorel-Tracy, on a annoncé là, que les nouvelles loges Rona vont être inaugurées le 15 novembre prochain. Donc, ils ont annoncé là, les différentes. Il en reste déjà pas beaucoup, là, on est seulement au début novembre, là, mais pratiquement toutes les dates, là, il ne reste pas beaucoup de dates, tout ce qu'il y a des loges disponibles. Donc, s'il y en a que ça leur tente d'aller voir ça, ça va être facile d'aller voir sur la page Facebook des Éperviers. Toutes les infos sont là, mais ça va être intéressant. J'espère avoir la chance d'aller voir un match dans une de ces loges-là. Ça risque d'être le fun. Donc, voilà là, pour les nouvelles de la semaine. Je pense que ça fait le tour. Yes, c'est bon de mon côté également. Peut-être quelques salutations avant d'y aller avec notre invité, Jean-Paul Veilleux, toujours fidèle au poste, qui dit « Bonsoir les boys et bonne soirée ». Stéphane Bailey, fan des Marquis. « Salut messieurs, est au rendez-vous. Bonne soirée les boys. Go bataillon, go » de Emmanuel Gagnon. Il y avait André Lessard, là, qui, je pense, qui est arrivé avec un peu de retard, se demandait si on avait fait la mention de Bobby Barry. Il est arrivé juste au bon moment, André. Donc, par la suite, il a écrit commenté que c'était un bel exploit. Danny Charette là, qui dit « Salut les boys » également. Et ça, Félix Dallaire là, qui disait que Chamberlain avait déjà joué avec Saint-Georges. Danny qui dit avec le fond d'écran, mes cheveux gris paraissent plus. Je pense que c'est mon éclairage. Dans le fond, Danny, je sais. Ça doit être la fête aussi que j'ai pas de casquette. C'est sûr que les cheveux paraissent un petit peu plus. Donc, sans plus attendre, on va y aller avec le gardien des Marquis, Tristan Bérubé. Tristan, t'es sur mute en ce moment. Une belle entrée à la matière. Ouais. Ça va? Ça va, Tristan? Oui, ça va. Donc, tu étais en coulisses tantôt. Est-ce que tu as aimé ma petite introduction là, quand j'ai parlé d'un gardien qui connaît relativement du succès là, depuis son arrivée dans la LNH? Tu m'as donné une grosse introduction quand même. Là. Tu m'as quand même fourni beaucoup de qualités que je ne savais pas que j'avais. Merci à toi. On peut en rajouter si tu veux. Là, je n'étais pas au courant de tout ce que tu as dit, honnêtement. C'est ça, je regardais avant même de rentrer dans le podcast, là, pendant que vous étiez dans votre petit 15 minutes avant. Je suis allé voir le classement pour être sûr parce que je ne savais même pas où on se situait, ben honnêtement, avec vous autres. Fait que je ne voulais pas dire n'importe quoi non plus. Je ne regarde pas nécessairement
beaucoup de classements. Là. Fait qu'avant de dire n'importe quoi sur le podcast, j'aimais mieux aller voir, faire mes devoirs un peu avant. Fait que c'est ça. Tu as parlé de début de saison, mais vas-y, excuse. On t'a-tu annoncé aussi que tu avais 2 blanchissages ou Ça, je m'en souvenais, mais ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu que je m'en souviens un peu. Okay. Fait que c'est ça. C'était ton premier dans la Ligue nord-américaine, hein, si je ne me trompe pas? Ouais, c'était mon premier en 3 ans, dans le fond. Ça fait 3 ans que je suis dans la Ligue, fait que c'était mon premier en 3 ans. Puis en avoir un l'autre semaine d'après, c'était aussi surprenant un peu parce que ça devait faire 4 ans que je n'avais pas eu, honnêtement. Ok, c'est ça. Quand même. Ouais. Donc, tu connais du succès depuis ton arrivée. Là. Excuse-moi, je t'ai coupé là, si tu voulais continuer ton idée. Ah non, vas-y. Good. Ben, avec toi, Tristan, on va faire peut-être un petit recap là, de ta carrière. On va en faire connaître plus là, à tes partisans, les marquis, et également les partisans là, de la Ligue nord-américaine de hockey. Peut-être à commencer, là, Tristan, quand même, je vais te sortir un autre exploit que tu as fait. Tu as quand même joué à 14 ans là, comme gardien de but avec les Albatros. Tu as été le premier gardien de but de 14 ans à réaliser une victoire là, dans la Ligue M18-3, ben, anciennement Midget 3. Là. Mais quand même un exploit. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu t'en parles là, puis c'est des souvenirs qui reviennent, mais oui, c'est arrivé à 14 ans. Dans le fond, j'ai pas joué la saison au complet, j'ai 3 à 14 ans, j'avais commencé. J'ai rentré après Noël, exactement après Noël. Il y a eu un rappel d'un gardien qui était là au début de l'année, là, Jason Rioux, qui était rappelé lui par les Wildcats de Moncton, je me souviens bien. Puis j'ai eu la chance de finir la saison avec les Albatros à Rivière-du-Loup. J'étais déjà à l'école là-bas, j'étais déjà au Collège Notre-Dame, fait que la transition était quand même relativement facile niveau école et études parce que je changeais juste pas de classe, je restais à la même place. Puis ensuite, la saison, j'étais arrivé après en début janvier, là, je crois, là, au retour des fêtes du congé de 3. Puis c'est là que j'ai joué mes premiers matchs de 3. J'ai eu je me souviens pas, là, par exemple, je pourrais pas te dire c'est quand c'était ma combienième game que j'ai eu la victoire, là, mais je me souvenais que je pense que c'était le plus jeune de l'histoire, comme tu as mentionné. Ça, c'était bien. C'est des circonstances qui sont arrivées qui ont fait en sorte que j'ai eu la chance de jouer un petit peu plus tôt. Mais c'est ça s'est bien passé quand même ma demi-saison là, à 14 ans. Ensuite, tu as été un choix là, des Vultures à Drummondville à la fin de ta saison de 15 ans, dans le fond. Tu as disputé à 16 ans, la saison avec les Albatros. Aussi quelques matchs avec les Voltigeurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta... Oui, j'ai été repêché suite à ma saison de 15 ans, le Midget 3, comme tu as dit. J'ai eu des matchs en séries éliminatoires directement avec les Voltigeurs. Ça n'avait pas été facile, bien honnêtement, là, parce qu'on c'était le format, là, je sais même pas si le format junior majeur est encore comme ça, mais là, c'était le format 1-16 dans les séries éliminatoires. Fait qu'on a affronté Rouen en première ronde. J'avais été rappelé une semaine avant le début des séries à la fin de ma saison de Jet 3. Puis ça a fini que j'ai été dans un match en relève au premier match de la série contre Rouen. Là-bas, ça n'avait pas été facile. J'avais eu le deuxième match, je pense que je suis revenu en relève encore une fois. Puis j'avais eu le départ game 3 puis game 4, je me souviens bien. Là. On s'avait incliné en 4, là. Ça, je m'en souviens très bien, par exemple. Puis je me souviens que j'ai eu beaucoup de robbers, beaucoup de rondelles pendant cette série-là. Mais tu sais, ça n'a pas été facile, mais ça a été dans mon bagage d'expérience de joueur de hockey ensuite. Par contre, là, pour le futur de ma carrière, ça m'a surtout aidé à arriver prêt à mon camp junior majeur à 17 ans l'année d'après. Fait que c'était pas nécessairement facile, ben honnêtement. C'est des matchs que j'ai donné beaucoup de buts. Puis c'est l'année que Rouen ont gagné la Coupe Memorial, je me souviens bien, avec des gars comme Timo Meyer qui jouaient dans cette équipe-là. Fait que c'était sûr que c'était quand même un bon baptême de feu dans le junior majeur. La première game que j'étais rentré à Rouen, Timo Meyer avait fait son tour de chapeau, puis on avait 2 minutes de jouer en deuxième période. Fait que je m'en souviens très bien, ça en a échappé contre moi en plus. Fait que c'était un bon départ dans le junior majeur. Une bonne entrée en la matière. C'était quoi la feinte qu'il avait faite?
Ouais, il était rentré, je me souviens, il était rentré à gauche, il avait faké le shot, puis finalement, il avait juste poussé l'eau bloc à ma droite. Je m'en souviens, puis il avait freiné sa ligne bleue, puis il avait fait le salut de Jaromir Jagr de même sa ligne bleue. Fait que, on va tourner toute ma vie, ça, c'est certain. C'est assez malheureux. Ouais, non, tu dois te sentir moins mal quand tu vois, parce que là, il était juste dans le junior dans ce temps, il était très fort, mais tu dois te sentir moins mal quand tu vois, il est rendu où maintenant? Non, c'est sûr, là, je me suis toujours souvenu après ça du joueur de hockey, là. Puis cette game-là, pendant ce match-là, je pense que là, il y a des souvenirs qui me reviennent en vous parlant. Là. Ouais. On avait eu un 5 contre 3 contre nous, fait qu'on était en piqué à 5 contre 3, puis j'avais eu je pense qu'il y a eu un one-timer qui avait éclaté ma bouteille d'eau aussi. Fait que il y avait rien qui allait là au début. Là. Je me souviens, un one-timer qui avait rentré, j'ai été chercher ma bouteille d'eau en arrière de mon but, elle était éclatée, fait qu'il fallait que je la ramène sur le but, je la renvoie au banc. C'était un bon baptême dans le junior. Par la suite, tu as joué avec les Olympiques de Gatineau dans le vieux Bob Guertin, qui aujourd'hui a été commencé à être démoli. Donc, est-ce que tu as peut-être une pensée pour le vieux j'ai vu ça. C'est drôle que tu en parles. J'ai vu ça juste avant de rentrer sur le podcast aussi, là, avec un journaliste qu'on avait à Gatineau qui a publié ça. Puis moi, de mon côté, personnellement, j'ai adoré jouer à Gatineau. C'est là que j'ai joué le plus longtemps. Là. J'ai joué pendant de 17 ans, là, après mon échange de Drummondville à Gatineau. J'ai joué de 17 ans jusqu'à mon année de 19 ans à Noël. Puis c'est là que j'ai eu mes meilleurs souvenirs, je pense, junior majeur. Là. Puis jouer dans le vieux Bob là, par Gartin, c'était quand même c'était le fun de jouer quand t'étais pour les Olympiques. Quand t'étais visiteur, c'était un peu moins le fun. Là. Les chambres étaient pas super, l'ambiance c'était dur de venir jouer à Gatineau quand même avec les fans qu'on avait là-bas. Mais moi, j'ai eu que des bons souvenirs dans cette arène-là. C'est sûr, ça fait de quoi quand même de voir ça là, aujourd'hui, la première. Je pense qu'ils commencent à démolir, là, je n'étais pas au courant. Là. Les autres les nouveaux Olympiques sont bien, par exemple, dans leur nouvelle arène, mais c'est quand même une page d'histoire qui se tourne à Gatineau. Il y a beaucoup d'histoires avant même que je rentre avec les Olympiques. Là. Je pense que quand j'ai joué, j'étais même dans les années qui c'était le 50e anniversaire de l'équipe. Là. Fait que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de passé dans cette équipe-là. Je vais te rappeler un autre souvenir. On revient dans 30 secondes. J'ai des images pour toi. On revient dans 30 secondes. Alors, Alexeyev qui s'amène, passe la ligne rouge, rejette derrière le filet. Bérubé qui sort de son filet. Il va dégager lui-même. Tire vers le filet. Est-ce que la rondelle dirige vers le but? Tristan Bérubé vient de marquer le 7e but des Olympiques. Tristan Bérubé vient de marquer un but ce soir au Centre Robert-Gartin. Quel exploit! Et quand je vous disais que les partisans ce soir en eux pour leur argent, ben en voilà une preuve. Donc, avec Gabriel Bilodeau, en 2018. Avec Gabriel Bilodeau des Éperviers aussi. Ouais, exact. Bill qui était là avec moi, qui était défenseur, c'était là, Gatineau. C'était Sadlas. Il y avait Jeff Durocher aussi qui était à Sorel, qui était sur le banc aussi. Je pense qu'il était, c'est mon année de 18 ans, je me souviens plus si c'était le capitaine cette année-là, Jeff, ou l'automne d'après. Je pense que c'était l'automne d'après, mais en tout cas, oui, Bill puis Jeff était là. C'est drôle que le commentateur parlait des partisans parce qu'il n'avait pas même ce soir-là, par exemple, dans l'aréna. Quand on revoit la foule, il n'y a pas grand monde qui a vu ce but-là live. C'était un mercredi soir, puis ce qui passe, on parle du but. Là. Ma game n'aurait pas passé à l'histoire. C'était pas une grosse game. Je pense qu'elle a fini. On avait gagné 7-5 avec ce but-là. Puis, ouais, ça, c'était si je me souviens bien, j'avais accordé 3 ou 4 buts en troisième période. Là, fait que ça avait comme pas tant bien été, mais personne n'en a parlé le lendemain, par exemple. Le monde parlait plus du but. Fait que, c'est sûr que. Je me suis racheté, 5 personnes s'en rendent compte. Fait que ça avait bien passé. Mais. Alors ça, c'est sûr, c'est un beau souvenir là, à Gatineau. Puis je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire. Je pense que j'étais le 8e là, à Gatineau. Puis qui était que le 8e dans l'histoire de la Ligue que c'était arrivé. Mais c'est un bon moment. Là. C'est surtout que je l'ai fait. Je pense qu'on menait 6-5, on menait juste par un but. Puis quand j'avais revu le vidéo après,
je me suis rendu compte que j'avais pas mal plus de pression que je pensais sur le moment. Là, parce qu'il y a un gars de Sherbrooke qui est vraiment pas loin de moi. Puis après l'avoir vu sur la vidéo, je me suis dit, OK, c'était peut-être un peu poussé, mais ça a bonne à donner. Depuis ce temps-là, je ne l'ai pas réessayé. Puis, TVA Sport, à l'époque, avait qualifié ton but, en fait, plus qu'est-ce qui venait après le but de célébration de l'année. Oui, je ne sais pas, elle passera pas, tant qu'à moi, elle n'était pas super belle, là, mais je m'en souviens plus. Honnêtement, là, quand j'ai marqué le but, j'ai comme, on aurait dit que j'ai comme blackout un peu, là, il se passait plus rien dans ma tête. Puis, c'est ça, là, je tournais en ronde même un peu comme on a vu, puis il y avait Gab Bilodeau qui me courait après avec les autres gars. Là. Fait que ça ressemblait à ça. Puis capitaine, c'est Alex Breton qui était capitaine à ce moment-là, puis il était venu me voir, puis il m'avait dit va-t'en au banc, va donner la main au gars. Puis j'avais été donner la main au gars, puis ça avait fini comme ça, mais je sais pas si c'est une célébration qui va passer à l'histoire, c'était pas la plus belle, là, mais c'est pas grave. Le but était marqué. T'as quasiment fait un triple axel. Ouais, c'est ça. Je tournais autour de la glace sans trop savoir ce que je faisais. Je m'en ai rendu compte après quand j'ai vu la vidéo aussi. C'est bon, ça. Donc, tu as été échangé par la suite là, à Rimouski là, à la fin de ta carrière junior. Tu as été retourné un peu dans ton patelin? Ouais, à 19 ans à Noël, j'ai eu la chance de jouer. C'était juste une demi-saison. Rimouski, parce que je cherchais un deuxième goaler pour épauler Colton Ellis à ce moment-là. J'ai été Colton le reste de la saison. Puis on alternait pas mal. Là. On jouait pas mal une game sur deux. J'étais plus habitué d'avoir le rôle de partant depuis 1 an et demi déjà à Gatineau. Ça a été bien de jouer à la maison. Ça n'a pas nécessairement été facile personnellement. C'était une équipe qui était beaucoup différente, qui accordait beaucoup moins de tirs. Donc, de se placer à ce système de jeu-là qu'on avait à Rimouski quand ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais à Gatineau avec les mêmes défenseurs, même système de jeu, c'était un petit peu plus facile de s'acclimater à ça. Mais quand je suis arrivé à Rimouski, ça a été un petit peu différent au début. On avait un super bon club. Là, on a perdu en demi-finale contre Rouen-Noranda aussi cette fois-là, qui était l'équipe championne aussi. Ils ont-tu gagné la Coupe Memorial ou ils ont perdu en finale? Je ne m'en souviens plus. Avec les Raphaël Harvey-Pinard et Samuel Harvey qui jouaient dans ce temps-là, Dobson qui était là, il y avait un bon club, puis on a perdu en demi-finale contre eux. Ça m'a donné la chance de jouer chez moi dans mon coin là, dans le Bas-Saint-Laurent. J'étais quand même plus proche de Québec en étant de la Pocatière, mais dans l'équipe de ma région, puis ça a été une belle expérience quand même. Ça a été court parce que je me suis échangé à 20 ans à Batters pour terminer. J'étais un peu courant déjà en m'en allant à Rimouski à 19 ans, que c'était plus pour une demi-saison, pour avoir 2 gardiens quand même d'expérience dans les filets pour faire une run en série. Mais c'est ça, ça a été quand même une belle expérience là, pour le temps que j'ai été là. On a tout le temps des bonnes foules, les partisans étaient passionnés à Rimouski. Puis on était super bien traités dans cette organisation-là aussi. Là, fait que ça, c'était bien. Pour finir finalement à 20 ans, à 20 ans avec le Titan, tu es parti dans les maritimes, un environnement peut-être un petit peu différent. Oui, c'était différent. Ce jour avec le Titan. Ça n'a pas nécessairement été évident au niveau des performances de l'équipe. Là. On n'avait pas un gros club, on était jeunes, puis ça n'a pas nécessairement été évident. Là. Ça, c'est l'année que la COVID a frappé aussi à la fin. On a joué, on n'était pas qualifié pour les séries non plus. Là. J'ai eu beaucoup de départs, par exemple. Ça m'a donné beaucoup d'expérience là, pour le futur. On a eu 12 victoires dans l'année, puis j'ai eu les 12 personnellement. Là. Fait que c'était pas une année qui était vraiment facile au niveau collectif, au niveau de l'équipe, mais c'était une année d'expérience puis d'apprentissage de mon côté quand j'ai joué là-bas. C'était un petit peu différent. Tu sais, c'était complètement différent de Rimouski aussi. Tu sais, il y avait beaucoup moins de partisans au match. Les foules étaient quand même assez basses à Batters. Ils avaient gagné. C'était une équipe qui avait gagné la Coupe Memorial, je pense, 2 saisons avant moi. Fait que c'était encore dans le début de processus de reconstruction. On était 3 nouveaux vétérans de 20 ans qui ont juste promené un petit peu plus d'expérience, mais c'est ça. Ça a fini mon parcours junior majeur difficile, un peu difficilement collectivement, mais ça a quand même
ça n'a quand même pas mis un bon plus que ça sur ma carrière junior majeure. J'ai vraiment adoré mes moments dans cette ligue-là quand même par la suite. Avais-tu eu des appels d'équipes de la Ligue nationale, peut-être pour des camps, des recrues ou des équipes? Non, je n'avais pas rien eu de la Ligue nationale, honnêtement. Niveau de Ligue nationale, j'avais rien eu. Professionnel, peut-être un petit peu en fin de saison là, dans la East Coast pour terminer la saison. Mais comme j'ai dit, la COVID avait frappé en mars de cette année-là. Donc, tout a été mis sur pause. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. J'ai eu quelques discussions avec des équipes de la East Coast pour aller terminer la saison avec eux en série, mais rien de concret non plus. C'était plus des pourparlers et des discussions. Suite à ma saison à Batters, qu'on faisait pas les séries, j'aurais pu quand même quitter rapidement. Mais rien de plus que ça. Puis on le saura jamais. Vu que la COVID avait frappé à ce moment-là, ça avait comme freiné à sec. Là. On était reparti de Batters, moi de mon côté assez rapidement. Dans les Maritimes, la COVID était moins grosse encore en ce moment-là. On a quand même eu le temps de faire notre partie de fin d'équipe, de fin de saison en équipe, puis tout ça, puis on se rendait pas trop compte de ce qui se passait au Québec. Moi, je me suis rendu compte quand je suis revenu chez mes parents l'été que c'était pas mal plus gros que ce qu'on pensait là-bas. Mais, c'est ça. Ça m'a mis un frein rapidement à sa carrière junior majeure, mais c'était pas. J'ai des beaux souvenirs pareils de mon parcours, mes 4 années et demie, je pense, là, dans les. On a Yannick Riendo là, qui te fait le message de pêche-toi, Dérubé. On a une game de VR golf prévue dans 15 minutes. Fait que si tu veux, on va essayer de pas J'étais pas au courant que Yann voulait jouer à soir. C'était quand même assez difficile de le rejoindre de son fils depuis qu'il vend des chars maintenant à Québec. Là, il est tough à rejoindre. Fait que on pourrait passer le message que j'étais pas au courant. Puis que anyway, avec la game qu'il a joué hier, je pense pas qu'il s'aille tente de jouer à soir non plus. Est-ce que c'est en ligne que vous jouez à ça? Ou... Ouais, on joue au golf virtuel là, avec le MetaQuest. Là, c'est Yann l'année passée qui m'a convaincu à m'acheter ça une soirée dans une chambre d'hôtel à Jonquière. Un soir qu'on couchait là, Yann avait son VR, puis il m'a dit pas le choix de t'acheter ça. Puis finalement, je l'ai acheté la semaine d'après, puis depuis ce temps-là, on joue une petite game par semaine à peu près. Là, fait que ça ressemble à ça. Puis il voulait peut-être prendre sa revanche par rapport à hier, par exemple. Hier, ça n'a pas bien été. Okay. Peut-être pour ça qu'il dit ça. C'est bon. C'est bon, ça. Après là, ta carrière junior, tu as fait. C'était comme en plein COVID, là. Il y a eu une saison annulée puis tout. Ouais. Après ça, tu t'es retrouvé encore une fois dans une saison marquée par le COVID avec les Lions de Trois-Rivières. Tu as joué là, quelques matchs là-bas. Tu as même été rappelé là, avec le Rocket de Laval une fois. Donc, parle-nous un petit peu de cette saison-là. Là. Je sais que tu te faisais aussi, tu me dis justement, quand on s'est écrit, là, que tu faisais aussi partie de la fameuse histoire là, des camions U-Haul là, qui ont traversé les lignes avec les Lions, là, que tu étais dans un des camions. Là. Ouais, c'était une drôle de situation, c'était une drôle de saison tout court. En général, moi, j'étais à l'Université d'Ottawa, j'étais aux études là-bas, j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa, je l'ai conclu finalement plus tard. J'ai continué à étudier quand même en ligne pour finir mon bac quand j'ai quitté pour les professionnels. Mais j'ai joué, dans le fond, mon année de 21 ans, je suis parti avec les GGs à l'Université d'Ottawa. Il n'y a eu aucun match durant cette saison-là. C'était la première année de la COVID vraiment. L'autre année d'après, j'ai joué 7 matchs avant les fêtes. La saison avait été remise sur pause encore une fois. C'est à ce moment-là que j'avais décidé de quitter pour avoir la chance de jouer un peu plus au hockey. Là. Je voulais juste jouer, bien honnêtement, parce que j'avais joué 7 matchs en 2 ans. J'en avais joué 52 ans l'année d'avant. Fait que c'est sûr que le hockey me manquait un petit peu. Sans rien enlever à mon expérience à l'Université d'Ottawa, là, moi, j'ai adoré. On a eu du fun dans ce qu'on pouvait avoir avec la COVID, avec les matchs qu'on a pu jouer. On avait une belle gang, tout ça. Mais mon but à ce moment-là, c'était encore de jouer au hockey à temps plein. Donc, j'ai quitté. Comme tu as dit, j'ai signé avec les Lions de Trois-Rivières entre Noël et le jour de l'an, là, je crois, pour aller avec eux. Puis la COVID avait frappé là aussi. Là, je me souviens Desrosiers qui est à Sorel là, en ce moment. Je pense qu'il avait été rappelé. Il avait été rappelé au Manitoba dans ce temps-là. Il faisait beaucoup de
il a passé beaucoup de temps dans la Ligue américaine cette année-là. Fait qu'il manquait de gardien là. Je me suis ramassé avec Marc-Antoine Gélina qui était venu en renfort aussi pendant le temps des fêtes. Puis c'était à ce moment-là qu'on a tous pogné la COVID en même temps dans un voyage. On jouait au Maine. Je pense qu'on jouait au Maine notre premier match. On jouait à Adirondack, le deuxième match, puis on a rejoué l'après-midi à Adirondack. On est arrivé un matin. On se faisait tester à tous les jours, dans le fond, pendant ce temps-là, avec la COVID. Puis un matin au déjeuner, on avait eu des tests. C'était des tests plus compliqués, on va dire. C'était pas les tests rapides qu'on se mettait juste le type dans le nez. Là. Il y avait des tests plus avancés. Puis à ce moment-là, on a tout fait le test. On était à peu près 25 dans la salle à déjeuner. Puis je pense qu'on est 18 à avoir sorti positif à peu près là, ce matin-là. On fait tout un après l'autre. Puis c'était pas tout le monde non plus qui avait des symptômes. Là. C'est juste que ça a comme tombé à ce moment-là que ça faisait une semaine qu'on était ensemble. Puis là, ça s'est propagé rapidement. Puis là, à ce moment-là, la East Coast voulait la East Coast voulait encore qu'on joue cet après-midi-là. Mais là, on avait dit, il y a des limites, là, ça fait pas de bon sens. Les autres, ils voulaient leur jouer les matchs aussi. Aux États-Unis, il n'y avait pas la même philosophie non plus qu'au Canada à ce moment-là au niveau de la COVID. Là, c'était comme c'était plus passé. Là. Je me souviens, tout le monde avait des masques encore au Canada. Puis on est arrivé à l'hôtel dans le Maine le lendemain. Puis on était juste à 4 heures de route. Puis il n'y avait plus personne qui avait des masques. Puis tout le monde vivait normal. Là. Fait que c'est pour ça que la East Coast voulait qu'on joue quand même nos matchs. Puis là, nous, l'organisation avait comme refusé. Puis là, pour pas infecter les autres gars dans l'équipe, ben je pense que j'ai dit 18. Il en restait 8 à peu près qui redescendaient en bus avec le chauffeur qui n'avait pas pogné la COVID. Les autres, ils ont dit on retourne à Trois-Rivières. Puis il n'y avait aucun moyen, nous, de louer des vannes ou des autos normales parce que justement, on retournait en sol canadien, puis eux voulaient comme pas qu'on des discounts de ce monde, puis les Enterprise, on pouvait pas revenir au Canada avec ces autos-là. Puis le seul moyen qu'on a trouvé, c'est d'embarquer dans des U-Haul. Fait qu'on avait à peu près des U-Haul de 20 pieds. On était 2 par U-Haul, la boîte bien vide, ça faisait bien du bruit, puis on est revenu un soir qui faisait pas beau. Moi, je me souviens, j'étais avec Marc-Antoine Gélina, justement. Il s'en est avec moi à mon appartement. C'était tout pendant une semaine pour passer sa semaine-là avant de retourner auprès de sa famille. Puis on est revenu en U-Haul dans un soir de tempête. Moi, j'avais même pas l'âge pour chauffer le U-Haul encore à ce moment-là. Je pense que ça prenait 25 ans ou peu importe. Fait que quand on à run tout seul à chauffer dans la tempête, puis revenir au pays. C'était une drôle d'expérience là, parce qu'on était au moins 6 U-Haul à suivre là, sur l'autoroute. Là. Puis quand on est arrivé aux douanes, il y a de quoi ça avait l'air louche quand même. Ils ouvrent les boîtes en arrière, sont bien vides, il n'y a rien, il n'y a pas grand monde qui connaît. On est obligé de déclarer à ce moment-là qu'on était positif. Puis nous autres, notre but, c'était juste de revenir à Trois-Rivières. C'était pas nécessairement de jouer puis d'aller partout dans la ville. Là. C'était juste de revenir faire notre quarantaine à Trois-Rivières. On voulait pas rester à Glensford ou à Adirondack pendant 10 jours à l'hôtel. Fait que je me souviens, il y a des gars qui espéraient un peu rester à l'hôtel, puis on pouvait aller à ce moment-là, on pouvait voyager à États-Unis, mais il y a des gars qui espéraient pouvoir rester à l'hôtel 3 jours là, puis se trouver après ça aux États-Unis n'importe où. Fait que une couple de gars qui étaient en train de planifier leur voyage en Floride 3 jours après. Finalement, on est revenu en U-Haul à Trois-Rivières, puis c'est ça, c'est une drôle d'histoire. On est arrêté de manger au Chipotle, on voulait comme pas trop rentrer. Vous étiez assis en avant, là. Vous n'étiez pas dans le boîte. On était assis en avant, il n'y avait personne dans les boîtes. On était assis sur le boîte. On était, moi, dans mon U-Haul, il y avait juste Marc-Antoine Gélina, puis moi, que j'étais passager, puis on se promenait, puis on essayait juste de revenir à Trois-Rivières sans se faire arrêter nulle part. Ça n'avait pas été facile de passer aux douanes non plus. On avait rencontré Santé Canada, puis tout ça. Ça avait été une drôle d'histoire. Fait que c'est sûr que c'était pas des conditions optimales dans des débuts professionnels de mon côté, mais on s'est ajusté. Puis c'est ça c'était un peu ça l'histoire du U-Haul, dans le fond. Qui a été raconté par Éric Bélanger, je pense, la première fois, où
au podcast. Oui, c'était Eric. Ouais, c'est sûr, ça fait du sens. C'était lui qui l'a dit parce que c'était lui l'entraîneur-chef à ce moment-là. Puis c'est lui qui prenait pas mal les décisions à ce moment-là. Lui, il voulait absolument revenir au Québec. Puis il avait dit on embarque, on va trouver un moyen de revenir. Puis le moyen, c'était un U-Wall. Fait que ça ressemblait à ça. Puis par la suite, ça a été la Ligue nord-américaine. Comment que ça s'est passé? Est-ce que tu voulais revenir au Québec? C'était quoi tes ambitions à ce moment-là? Tu as reçu l'appel de je sais pas si c'était Bobby ou... Ouais, ben à ce moment-là, j'avais encore... Dans cet été-là, j'envisageais encore jouer au hockey professionnel. J'essayais de regarder... Je regardais toutes mes options en Europe un peu. Il n'y a rien qui a abouti, honnêtement, qui faisait mon affaire ou que des offres qui sont présentées à moi. Donc, je voulais trouver une alternative quand même assez rapide, me revirer de bord. Trouver un emploi aussi à temps plein, parce que tu veux, quand tu rentres dans la Ligue nord-américaine, tu as la chance de travailler. Donc, c'était ça mon plan. Tu avais ton bac aussi, là. Oui, à ce moment-là, je l'avais pas fini encore, dans le fond. Okay. Il me restait encore 1 an ou 1 an et demi. Parce que en quittant l'Université d'Ottawa à Noël, j'ai dû faire une session à temps partiel plutôt qu'à temps plein. Tu sais, j'étais à 5 cours par session. J'ai droppé, je pense, à 2 parce que en faisant mes cours à distance, ça fonctionnait pas toujours avec l'horaire. Fait que j'ai fait ça. J'ai terminé mon bac 1 an et demi plus tard. Dans le fond, j'ai fait je le finissais en faisant 2-3 cours d'été, là. J'ai fait 2 cours d'été le maximum l'été que j'ai fait, puis pour finalement l'avoir. C'était important pour moi dans le moment de le finir parce que rendu là, j'avais, je pense qu'il me restait 5 cours à compléter quand j'avais quitté. Là, quand j'ai quitté un bac en quoi? J'ai un bac en sciences sociales, puis concentration en psycho, puis en anthropologie. Fait que c'est ça que j'ai fait là-bas. Puis, il me restait mes cours c'est les cours de comme 3e, 4e année de psycho plus spécifiques qui étaient tough à rentrer dans l'horaire pendant la saison de hockey. Donc, j'ai été capable de les refaire pendant l'été. Je l'ai mixé en anglais, je l'ai mixé en français. Ça, c'était quand même une option intéressante à l'Université d'Ottawa parce que c'est une école bilingue. Fait que j'ai été capable vraiment de m'en rentrer dans mon horaire, soit qui était en français, soit qui était en anglais. Je prenais le premier qui était disponible pour le terminer. Fait que j'ai fini ça récemment. Là. J'ai reçu mon bac justement là. J'ai reçu mon bac papier justement la semaine passée. Là. Fait que c'était quand même tout récent. Il me restait un cours d'été à faire cet été. Fait que mais merci. Fait que c'est ça, c'était important pour moi de le terminer. Puis quand j'ai quitté, dans le fond, quand j'ai lâché le projet d'aller jouer au hockey professionnel, c'était Bobby le premier qui m'avait contacté cet été-là. Moi, je n'étais pas repêché encore dans la Ligue nord-américaine. Je suis de la Rive-Sud de Québec, là, je suis à Saint-Nicolas, fait que c'était une option qui était quand même pas pire pour moi, vu que c'était proche. Je venais de m'installer en appartement avec ma blonde ici, donc j'ai trouvé une alternative quand même qui était bien de continuer à jouer au hockey dans un bon calibre, puis de jouer pas trop loin. Puis finalement, j'ai joué 4 games à Thetford, puis je me suis échangé après. Mais c'est ça, j'ai été surpris quand même en rentrant dans la ligue là, du calibre de jeu, un peu comme tout le monde, là, je pense. Là. Tout le monde qui rentre dans la ligue s'attend pas à ça en voyant la LNH du passé, que c'était plus une ligue qui avait plus de tough, là, on va se le dire. Puis là, maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des gros parcours professionnels, puis ça paraît quand même. Là, c'est des gars avec de l'expérience. Puis moi, en tant que gardien aussi, c'était une ligue qui était vraiment différente là, à jouer, là, surtout que j'avais passé niveau universitaire, niveau East Coast, puis en arrivant là, dans la Ligue nord-américaine, c'est sûr qu'en début d'année, c'est un peu moins structuré, on pratique pas, puis pour la majorité des équipes, t'as pas vraiment le système de jeu n'est pas à point au début, des gars qui rentrent dans le line-up, sortent du line-up un peu plus. Fait que c'est sûr que tu as moins de régularité dans une équipe. En tant que gardien, c'était pas nécessairement évident au début de rentrer dans la ligue là, parce que c'est ça que je dis. Il y a beaucoup de chances de marquer, beaucoup de matchs à score élevé. Fait que je n'étais pas vieux encore. J'avais 23 là, en rentrant. Fait que m'habituer à ça, prendre un peu d'expérience dans ces ligues-là. C'était pas nécessairement évident au début. Puis c'est ça, je me suis fait échanger à Jonquière tôt dans cette saison-là. Puis ça, mes affaires ont commencé à mieux aller là, personnellement, là, surtout à partir de novembre-décembre, pour
après ça, m'ajuster à la ligue puis au calibre de jeu également. Moi, je voulais savoir, parce que tu es quand même rentré dans la ligue assez jeune, assez tôt. Ouais. Tu n'as pas été repêché parce que justement, je pense pas que les dirigeants des équipes s'attendaient à ce que Tristan Bérubé nécessairement ait joué dans la ligue américaine quand tu es rentré. Fait que je voulais savoir, as-tu une idée de comment le mot se serait passé pour que justement tu reçoives un appel d'un DG de la ligue nord-américaine pour qu'il sache dans le fond que peut-être que tu serais disponible? Est-ce qu'il prenait juste une chance ou tu penses que... C'était peut-être une chance, mais moi je pense que tous les DG dans cette ligue-là font leur devoir à leur manière. Là. Fait que ils sont au courant de pas mal tout. Là, Bobby à Thetford, c'était pas sa première année dans la ligue non plus, c'était pas son premier rodéo. Fait qu'il savait à qui parler assurément. Puis tu sais, moi c'est arrivé je dirais à août, peut-être mi-août que j'ai signé à Thetford, fait que c'était quand même pas loin des camps d'entraînement. Puis c'est sûr, j'avais pas signé encore nulle part, fait que un DG a pu facilement voir que j'étais encore disponible. Puis j'étais un gars du coin quand même, là, dans un sens là, maintenant en étant à Québec. Fait que j'ai eu je me souviens plus exactement là, comment ça s'est passé. Là. Je pense que Bobby m'avait contacté ou peut-être moi j'avais commencé à contacter les équipes, mais je pourrais pas te dire exactement que le déroulement, mais j'étais pas non plus fermé à venir jouer dans la Ligue nord-américaine du tout là, à ce moment-là quand j'étais rendu là. Il y a Jean-Michel Fortin qui demande salut Tristan Bérubé, est-ce que Jérôme Gagnon est le meilleur trainer dans la route? Jérôme apprend, il essaie, il travaille fort sur la route. On lui donne pas facile à Jérôme nécessairement là, encore, là, mais c'est une recrue comme trainer en ce moment. Puis il l'apprend à ses dépens, mais on aime tout Jérôme et la job qu'il fait. Ça, c'est sûr. Il aiguise-tu des patins, Jérôme, ou il est plus là? Non, Jérôme n'aiguise pas les patins. Jérôme s'occupe de tout, à part les patins. Il fait ma poche. Il a compris que il pouvait pas mettre 8 poches par-dessus mes pads parce que moi, j'aimais pas ça. Fait que maintenant, il fait bien ça. Il fait une bonne job, Jérôme. Ouais, il est capable de comprendre un peu les spécificités de chaque joueur, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Ouais. Il est attentionné. Il est attentionné, Jérôme. Avant d'aller plus loin, il y a aussi une question de Kimberly Boucher qui demande comment te prépares-tu avant les games? Est-ce que tu dis telle équipe, ça va être facile, vu qu'ils ont de la difficulté, ou vous prenez jamais une équipe à la légère? Non, je pense pas que tu peux prendre une équipe à la légère dans la Ligue nord-américaine. Je veux dire, il y a quand même une belle parité dans cette ligue-là. Puis tout le monde a des parcours de hockey un petit peu différents, mais tout le monde est rendu là. Tout le monde est rendu dans la même ligue, peu importe ton parcours passé. Puis c'est une ligue qui est, comme que je dis là, surtout l'année passée, il y avait énormément de parité. Il n'y a pas une game qui était gagnée avant aucun match. Puis encore cette année, là, toutes les équipes, même les deux nouvelles équipes qui sont rentrées, là, Québec n'ont pas nécessairement eu un début de saison facile, mais sont tout le temps dans les matchs quand même. Là, ils nous ont sorti une bonne game au soir vendredi à Jonquière pour leur première victoire aussi de la saison. Fait qu'il n'y a pas une équipe que tu peux prendre à la légère assurément dans la Ligue nord-américaine là, parce que tu as tout le temps un bon défi à tous les soirs. Tu sais jamais aussi les line-up des équipes, je veux dire, veux pas là, les blessés, des gars qui travaillent aussi, c'est des situations qui arrivent dans notre ligue. Fait que il n'y a pas un match qui peut être pris à la légère puis gagner d'avance assurément. Yannick Riendo demande si Jérôme connaît sa gauche et sa droite ou pas encore, je pense. Il l'a appris cet été. Ouais. Parlant des Marquis de Jonquière, là, j'ai quelques petites infos, là, puis j'ai des petites questions que je vais te poser par rapport à ça. On m'a dit que tu es un très, très bon ami, là, voire meilleur ami avec Jérôme Gravel des Marquis, que tu voyages avec lui. Je voulais savoir, ce serait quoi ton meilleur souvenir de hockey avec Jérôme Gravel là, que tu peux Mais moi, ou bien le souvenir de Vanette, là. C'est aussi dingue. Ouais, c'est ça. Ça peut être dans Van, mais... Jérôme et moi, on s'est connus à l'université d'Ottawa. On était colocs ensemble. C'est là qu'on est devenus proches, qu'on est devenus des bons chums. Puis
Ah, nos meilleurs souvenirs avec Jérôme, je vais dire, tout notre temps passé ensemble à l'université, en appart ensemble, on a eu du fun, c'est sûr. On se promenait en vélo à l'université, on faisait tout en vélo sur le campus de l'Université d'Ottawa, de pas d'auto là-bas. On partait le matin à 6h30 dans nos vélos, pas tout le temps top sécuritaire, mais on descendait à l'aréna, puis ça, c'était des beaux souvenirs, c'est sûr. On s'était pas acheté des super vélos parce que ça se volait pas mal à Ottawa, fait qu'on s'était dit tant qu'à se faire voler, on en avoir un cheap, puis au pire, il va nous lâcher un matin. Puis moi, le mien, les freins avaient lâché un matin. Je m'en souviens, un matin en novembre, quand il commençait à faire froid, les 2 freins ont lâché, puis on descendait à la côte à Ottawa, mais on m'avait dit, c'est notre moment matin, ça sera notre moment, mais on va l'avoir vécu. Mais non, on a eu des bons moments à l'Université d'Ottawa. Puis Jérôme, l'année passée, il était à Québec aussi pour terminer ses études. Là, il était à l'école du barreau, fait que on a eu la chance de voyager ensemble à ce moment-là. Puis là, maintenant, il est de retour au Lac-Saint-Jean, là, où il pratique, qui est rendu avocat là-bas, là, fait qu'il est dans un bureau dans ce coin-là, mais on se voit chaque fin de semaine, puis on se donne des nouvelles pas mal au courant de la semaine aussi, tout le temps. Good. Moi, j'ai remarqué là, que tu joues avec un masque blanc encore chez les Marquis en ce moment. Ouais, en ce moment, vas-y. Je regardais, c'est ça, je regardais un peu dans le passé. Tu as eu des masques ici là, avec l'Océanique. Il y avait Zeus qui était là sur ton masque. Un bonhomme. Ici, là, avec les Titans, c'est un légionnaire ou un gars dans le film 300. Ouais, c'est vrai ça. C'est lui de 300, c'était ça l'inspiration de ce masque-là. Je ne sais pas si c'est dans la mythologie ou... pas nécessairement. Honnêtement, j'y allais vraiment avec l'équipe que je jouais. À Rimouski, c'était Poséidon. Là, sur le masque, ça fitait bien quand même avec l'Océanique, qui était un bateau qui était dans l'eau. À Batters, sur le Titan, ça fitait quand même avec 300. Donc, j'y allais surtout vraiment avec l'équipe, ce qui fitait, pas plus qu'un autre. Des fois, je m'inspirais de des films. Là. Sur mon premier à Gatineau, j'avais eu... c'était Batman qui était sur mon masque, mon premier masque que j'ai eu à Gatineau. Batman puis Joker de l'autre bord, faire le film du Joker qui était le premier là, avec Heath Ledger qui était l'acteur. J'y allais vraiment avec les équipes un peu selon les thèmes. J'avais pas nécessairement de terme personnalisé à moi. Je suis pas revenu jamais avec le même avec les Olympiques, ça te fait penser à Batman ou? Tu vois, je dis ça puis ça fait aucun sens ce que je viens de dire. Je sais pas, noir et blanc. Non, t'as raison, les Olympiques, ça n'a pas rapport en tout avec Batman. Mais avec les Olympiques, à vrai dire, mon premier masque que je voulais avoir Joker puis Batman. Fait que ça, dossier clos, là, c'est mon premier Gatineau, ça fitait pas avec les Olympiques, mais c'est pas grave. C'était noir. Batman était noir, fitait avec les Olympiques. Mais après ça, je me suis vraiment laissé instrumer par les équipes. Puis avec l'artiste aussi qui fait le masque, là, il y a quand même une grosse part à faire là-dedans. Là. C'est pas moi qui le faisais. Puis je le dessinais pas non plus. Je shootais une couple d'idées. Puis après ça se développait à sa façon avec l'artiste qui faisait le masque. Là. Les deux que je t'avais montré, c'était Sylvie Poitras, c'est elle aussi qui a fait les autres masques. À Gatineau, c'était avec Sylvie Marcelet qui est à Montréal. C'était ça en collaboration avec l'équipe. Puis quand je suis arrivé à Rimouski, c'était Sylvie Poitras qui faisait les masques pour l'Océanique. Puis ça a été ça, puis à Batters aussi. Donc c'était de ce moment-là que c'était avec ça que j'ai été là. J'y allais avec l'artiste que l'équipe avait. Là. Les deux étaient super bonnes, fait que c'était pas vraiment stressant de leur faire confiance pour ça. J'ai ton inspiration pour ton prochain masque avec les Marquis. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir une image là, avec un masque vert et blanc. Et je vais te montrer l'image. Donc, un Marquis, on dirait donc, tu vois, je n'étais même pas sûr encore c'était quoi un Marquis, fait que je l'ai là. Il y a la perruque, puis je pense que c'est un style un peu japonais, là, le bonhomme. Là. Ouais. J'ai fait des bonnes affaires, ChatGPT à cette heure. Ouais, c'est pas pire. Quand même, il était sharp, pareil, le masque. Bon, il était pas super pour un
Comme Cuter, ça a fait la job. Ouais. Si tu veux, je vais t'envoyer l'image, là, puis la personne... On verra, je vais en parler cette semaine. On va en parler en fin de semaine. Parfait. Jérôme t'a dit merci, Tristan, en passant. Ouais, il n'y a pas de trouble, Jérôme. Sinon, de mon côté, j'avais une autre petite info là, que j'ai eu d'informateur. Parle-nous donc, si paraît, tu serais arrivé au camp cette année puis que tu t'es fait voler ton jackstrap. Ouais, ben ça, c'est peut-être une histoire à Jérôme, par exemple. On n'est pas au courant. Ah ouais? On sait pas ce qui s'est passé encore. Moi, dans mon stall à Jonquière, dans le fond, j'ai une poubelle pas loin. J'ai mon stall, j'ai mes culottes qui sont là tout le temps avec mon jackstrap, puis il y a une poubelle pas loin. Fait que on pense que le jackstrap serait peut-être ramassé dans le fond de la poubelle en dessous du poulet béni. Mais c'est encore mystérieux. On n'est pas au courant. C'était la première fois que ça m'arrivait, puis j'espère que c'est la dernière fois. Là, j'ai manqué 20 minutes de la pratique le lendemain matin à cause de ça. J'allais pas aller pratiquer sans jackstrap, honnêtement. Je suis passionné, mais pas à ce point-là. Fait que je me suis dit que j'ai manqué 20 minutes de la pratique. J'ai été m'en acheter un pendant la semaine, puis ça a été ça. Mais c'est une drôle d'histoire. C'est encore mystérieux. Oh, je pense qu'on a peut-être trouvé le coupable. C'est peut-être Jérôme. Peut-être. Je sais pas. Il y a peut-être comme c'est peut-être comme le Marc-André Fleury de votre équipe là, qui fait des petites jokes là. Non résolu. Donc, si on revient au Marquis, à la saison de cette année, comment est peut-être l'ambiance là, en ce début de saison dans le vestiaire des Marquis? L'ambiance est bonne. On a une bonne gang cette année quand même à Jonquière. On a quand même une couple de nouveaux joueurs qui se sont greffés à l'équipe. Des plus jeunes, des vétérans aussi comme Alex Tremblay. Ça a quand même bien été là, dès le départ là, avec les Marquis. On a une saison un peu avec des hauts et des bas en ce moment. Là, mais comme je vous disais, avant le podcast, j'ai été voir le classement, puis j'étais même plus sûr comment on avait de victoires et de défaites. Là. Je suis pas le meilleur là-dedans, puis c'est pas moi qui regarde ça tous les jours non plus, mais c'est sûr, on a eu des bons matchs, on a eu des moins bons un peu. Là. On a eu des avances qu'on a eu de la misère à garder, là, un peu comme samedi à Saint-Hyacinthe. Là. Ça n'a pas nécessairement été évident la fin de match, mais en ce moment, on est avec une couple de joueurs qui sont blessés, ça fait des gros joueurs qui font mal aussi. Là, on a perdu la présence de deux vétérans comme Alex Picard puis Alex Tremblay aussi dans les dernières semaines. Donc, c'est sûr que ça fait mal à l'équipe qui est quand même assez jeune encore, là, qu'on a rentré des nouveaux jeunes aussi. Là, c'est une période d'adaptation toujours. Puis à Jonquière, c'est pas nécessairement évident pour les gars de Montréal non plus. Je sais que c'est pareil pour tout le monde qui vient jouer les games le vendredi, mais nos gars, les gars, ils partent à midi 1h de Montréal, ils font de la route, ils ont la route dans le corps aussi. C'est une période d'adaptation pour les nouveaux à ce moment-là. Je me souviens que moi, en rentrant dans la ligue, c'est pas nécessairement facile de travailler puis d'aller jouer au hockey le soir. On n'est pas habitué à ça en sortant du junior majeur, universitaire ou peu importe professionnel. C'est sûr que c'est une période d'adaptation à avoir, de trouver la chimie aussi collective dans l'équipe, puis d'avoir notre identité à nous là, qu'on amène soir après soir. Là. Ça va être ça, c'est ça le but dans les prochaines semaines aussi, de continuer à bâtir là-dessus, puis en espérant qu'on retrouve une couple de joueurs qui sont blessés puis qui étaient pas disponibles dans les derniers matchs. Là. Mais je suis quand même confiant que le groupe de joueurs qu'on a en ce moment, là, on a quand même, comme j'ai dit, on a un bon mix de vétérans puis de jeunes. Je pense qu'ils peuvent donner une bonne chance là, sur le long terme puis en entrant dans les séries éliminatoires. Là. Il y a une question de Stéphane Bailey qui dit comment tu trouves ça, Jonquière? Moi, j'aimerais ça rajouter peut-être comment tu trouves ça, Jonquière? Un endroit qui a quand même un gros esprit de communauté, où que les Marquis sont très populaires, des très grosses foules également. Donc, au Palais de Sport, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de c'est quoi être un joueur des Marquis? Non, c'est sûr que c'est une place que tu veux jouer quand même là, dans la Ligue nord-américaine, là, outre la route là, que tu dois faire, que le parc est moins le fun des fois l'hiver, puis tout
ça, mais un coup rendu à l'Arena, il n'y a pas... Il n'y a pas meilleure ambiance que ça dans la ligue. C'est un peu cliché de le dire. C'est sûr que moi, je suis à Jonquière puis que le monde dit que c'est biaisé, mais il n'y a pas personne dans la ligue qui ont la chance d'avoir une moyenne de 2000 spectateurs et plus à chaque match. L'année passée, on a eu une super moyenne de partisans. Je dis, le monde se présente à tous les soirs, sont très, très passionnés. Sont pas contents quand tu perds, mais sont vraiment contents aussi quand tu perds, mais ils sont aussi contents quand tu gagnes. Fait que c'est des partisans qui sont passionnés puis qui veulent le meilleur de leur équipe à tous les soirs, puis c'est normal, mais c'est vraiment le fun de jouer devant des aussi belles foules que ça chaque soir, bruyantes comme on l'a. En séries éliminatoires, ça prend encore un step de plus au niveau des foules, au niveau de l'ambiance aussi, fait que c'est un avantage aussi qu'on a en jouant à Jonquière, mais c'est sûr que c'est exceptionnel de jouer dans la Ligue nord-américaine puis d'avoir encore autant de supporters à chaque soir là, que tu joues à la maison. Oui, c'est sûr que c'est un sentiment de communauté, comme tu dis. C'est pas nécessairement gros, mais les marquis, c'est important, je pense, pour plusieurs personnes dans la région. Les propriétaires aussi font une super job. Là, le groupe de propriétaires, ils font du mieux qu'on peut pour qu'on soit mieux préparé avant chaque match aussi, puis pour les matchs. Fait que j'ai rien à dire sur l'organisation ni les fans de Jonquière. Là. C'est un super endroit à jouer, assurément. Dave, as-tu d'autres petites questions là, de coéquipiers? Moi, j'avais une dernière petite question. Je vais te poser si tu peux, dans le fond, nous raconter ça. Je voulais savoir, c'est plus une question pour un gardien en général, mais en tant que gardien, je voulais savoir si tu te rappelles là, un arrêt là, que tu aurais déjà fait dans ta carrière, là, que sur le coup, là, tu viens de faire l'arrêt puis tu te dis un peu comme genre, wow, je viens de réussir ça, comme un arrêt un peu spectaculaire, impossible que. Sur le coup, tu étais comme je peux pas croire que je viens de réussir cet arrêt-là ou que la POC n'a pas rentré ou. Vite, donc même mettre le doigt sur un, c'est pas nécessairement évident. Pas que j'en ai fait beaucoup. C'est juste que des fois, ça se passe tellement vite dans le feu de l'action que dans le moment, comme tu dis, wow, je viens de faire ça, tu t'en rends comme pas nécessairement compte parce que ça arrive vite. C'est sûr qu'il y a des arrêts que tu fais toujours que tu te dis celui-là a peut-être été un peu plus chanceux ou pas, là, mais tu sais, des arrêts avec juste avec ton manche de bâton, ton paddle, c'est sûr que c'est spectaculaire, puis c'est pas t'as peu de chance de faire l'arrêt également, mais tu sais, c'est sûr que mieux que tu es positionné, le moins que tu vas en faire des arrêts comme ça. T'espères de pas trop te ramasser en tant que gardien à pleine face puis d'avoir fait le plus gros arrêt spectaculaire parce que ça veut dire qu'il y a de quoi que t'as pas fait de correct à quelque part d'autre, là, mais à part de ça, vite de même, je pourrais pas mettre le doigt sur un. Je m'en souviens de peut-être un que j'ai fait à batteur junior majeur contre Rimouski, justement, avec mon bâton, que j'étais désespéré, puis qu'il restait juste le bâton qui a fait l'arrêt. C'est des arrêts comme ça que tu penses, là. Vite de même dans la Ligue nord-américaine, je m'en souviens pas non plus de un. Là. Peut-être qu'il faudrait revoir dans les jeux de la semaine où je suis dedans des fois, là. Mais tantôt, je sais que vous avez dit que c'était important d'être dans les jeux de la semaine. Je m'en souviens pas tant d'avoir été dedans. Fait que... je pense que c'était dedans une fois à date cette année, si je me trompe pas. Ça se peut, je pourrais pas te dire. Je pense, oui. Mais... Puis, j'avais une dernière petite question aussi. J'en ai une aussi, Dave. Okay. Sinon, c'est qui dans la ligue que, en tant que gardien, là, tu parlais quand les line-up sortent, là, y a-t-il un gardien dans la ligue que, mettons, tu vois le line-up sortir et tu te dis, OK, là, je veux gagner le duel de gardien à soir. Je veux dire, dans la Ligue nord-américaine en ce moment, honnêtement, la parité puis la qualité des gardiens est quand même assez élevée. Là. Pour de vrai, il n'y a pas vraiment d'équipe ou de gardien que tu te dis boy, avec facile à soir. C'est sûr que jouer comme un. Tu sais, moi, en jouant à Jonquière, on aurait dit qu'on a joué souvent contre Thetford aussi. Là. Les duels contre Étienne Marcoux sont quand même pas faciles. Je veux dire, c'est rare que j'ai pas vu Étienne connaître de mauvaise game, ni vraiment de donner de mauvais buts non plus. Là. Tu sais qu'à tous les soirs, ça va être un adversaire qui est redoutable. Puis c'est tout le temps des match-ups qui sont le fun à avoir.
contre Thetford à cause qu'il y a une bonne rivalité de 1, puis aussi contre Étienne Marcoux, là, qui est un excellent gardien selon moi, là, puis qui domine soir après soir. Là. Il donne une chance de gagner à son équipe assurément toujours. Fait que vite de même, tu sais, que dans les match-ups que j'ai le plus souvent, qui sont arrivés le plus souvent, là, je pense que je dirais Étienne Marcoux à Thetford. C'est bon que tu fasses travailler la mémoire de Tristan parce que là, je ne sais pas s'il y a eu un trou de mémoire ou que c'était un petit cachotier, mais on a oublié un de ses faits marquants. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un fait marquant, mais je vais te montrer une photo si ça te dit quelque chose. Ah ouais. Tu as fait une pratique avec les sénateurs d'Ottawa. Ouais, c'est arrivé. Je n'ai fait 3 ou 4 parce que quand j'étais à l'Université d'Ottawa, tu sais, dans la Ligue nationale, ils ont les e-bugs, les emergency backup. Puis moi, les sénateurs étaient associés, on va dire associés avec l'Université d'Ottawa, les GGs, pour envoyer un gardien d'urgence à chaque soir. Puis j'étais premier gardien à l'Université d'Ottawa. Fait que aussitôt qu'il manquait un gardien avec les sénateurs pour une pratique un matin, c'était moi qui y allais. Fait que ça m'est arrivé 3 ou 4 fois là, d'y aller. Puis c'est sûr que c'était une expérience qui était vraiment le fun dans un sens. Il n'y avait pas de contrat, rien associé à ça. C'était juste une bonne expérience. Puis des bonnes pratiques à faire. Puis j'avais aussi la chance d'aller au match des sénateurs sur la galerie de presse à tous les matchs dans le fond local là, que je pouvais aller. Fait que ça, c'était sûr que c'était le fun. Pour ça. Puis non, c'était une bonne expérience. C'était tout le temps le fun. Tu sais, j'ai eu des discussions avec le coach et gardien des sénateurs. Une couple de matchs qu'on était assis, que j'étais assis à la galerie de presse avec lui. On a des discussions, c'est gardien, de tout et de rien. Fait que c'était une expérience qui était vraiment le fun pendant que j'étais à l'université. J'ai manqué 2-3 cours, assurément, pour aller faire des pratiques avec l'Université d'Ottawa. C'était comme un nom négociable que j'allais manquer mon cours pour aller pratiquer avec une équipe de la Ligue nationale. Fait que ça, c'est sûr que c'était une expérience qui était vraiment le fun. Olivier Dusty qui demande si tu allé aux pratiques des sénateurs en vélo. Non, parce que Canada, c'était bien trop loin. Ça, c'est sûr que je ne me rendais pas. Il fallait sortir l'auto pour ces pratiques-là. Y a-tu un joueur là, des sénateurs qui t'a impressionné par sa shot ou que tu as peut-être réussi à jaser à une couple de gars outre les coachs là, des sénateurs? Ben moi, l'été, je m'entraînais avec Thomas Chabot. Ben, pas m'entraîner, mais je joue dans ma ligue d'été le lundi soir avec Thomas Chabot qui était dans mon équipe. Fait que c'est sûr que là, j'avais un petit in dans l'équipe, là, c'était un petit peu moins gênant vu que c'est quelqu'un qui vient de parler déjà là, c'est moins pire. Puis j'ai joué contre Drake Batterson, junior majeur aussi en série. Fait qu'il se souvenait de moi un peu. Des gars de même, mais pour vrai, toute la gang était vraiment accueillante. C'était vraiment le fun. J'ai pas un mot à dire là-dedans. Il y a personne qui se sentait vraiment supérieur à moi quand j'étais là. C'était une gang de jeunes aussi, les sénateurs, à ce moment-là. C'est la même gang qui est là, le même noyau qui est là en ce moment, mais ils étaient tous plus jeunes, fait qu'ils étaient tous dans mes âges. Puis Tim Studio est impressionnant à les pratiques, là. Il y avait de la place, là, des mains, puis des shots, puis Ketchuk aussi, c'était quelque chose. Ketchuk, c'est surtout qu'en vrai, tu te rends compte que le gars, c'est un gros bonhomme. Là. Il prend de la place à la glace. Là, puis, c'était surtout ça. Là. Les gars sont tous plus gros, sont tous plus forts, ont tous des meilleurs shots. C'est un bon step. Fait que c'est une expérience qui était vraiment le fun en bout de ligne, puis que j'oublierai quand même jamais. Là. Tu peux dire que tu as touché un petit peu à la Ligue nationale. Tu sais. Ouais, de loin par défaut, mais quand même. Yes. Donc, peut-être en finissant, là, Tristan, si tu avais un petit mot à adresser aux fans des Marquis ou un encouragement à venir au parti local. Ouais, ben, dans le fond, juste continuer à faire ce que vous faites. Il n'y a pas de cachette, là, comme j'ai dit. Vous êtes toujours là, les partisans des Marquis sont toujours là en grand nombre puis bruyants. Fait que juste continuer à faire ça puis se présenter à chaque match puis on va donner le meilleur de nous-mêmes à tous les soirs, même si c'est pas nécessairement tout le temps facile. Puis la patience des partisans des Marquis est peut-être un petit peu moins longue qu'ailleurs, mais ça démontre juste qu'ils sont vraiment passionnés. Mais il y a pas un soir qu'on n'essaie pas de donner le meilleur show possible à Jonquière.
Tristan Bérubé, merci de ta présence ce soir sur le balado. Ça fut très, très intéressant, très instructif et on a eu du fun. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Bonne saison, Tristan. Merci beaucoup. D'autres blanchissages. Ouais. On va espérer. 203. Ouais. On verra. Bye. Okay, bye. Bye. Salut, Tristan. Donc, Tristan Bérubé, gardien des Marquis, qui était avec nous ce soir. C'était le fun, Dave. Quand même, j'espère que je lui ai rappelé la mémoire là, sur les quelques faits marquants, là, mais la petite recherche, là, quand même, quelques... le premier gardien à avoir une victoire à 14 ans dans le M18, gardien qui a marqué un but, des pratiques des sénateurs, quand même, avec le U-Wall des Lions de Trois-Rivières, sans parler là, de son arrivée avec l'assurantiel et puis son passage depuis là, maintenant qu'il est marqué. Donc, yes. Yes, c'était le fun. Puis, c'est un gardien. C'est pas comme maintenant avec Maxime Lacroix en fin de trentaine qui a 10-12 ans de plus d'expérience. Donc, c'est le fun on a des invités plus jeunes qui, malgré s'ils sont plus jeunes, ils ont quand même déjà un bon bagage d'expérience à leur âge. Là. Mais les choses sont arrivées. Fait que, non, c'était le fun. Fait que si on enchaîne avec ce qui nous attend en fin de semaine au niveau là, de la Ligue nord-américaine. Donc, en fin de semaine, une autre fin de semaine de 6 matchs. Programme complet vendredi, 4 matchs, les 8 équipes en action. Ça commence justement au Palais des Sports de Jonquière avec Tristan Bérubé contre les Pétroliers de Laval qui vont être là-bas. Donc, on le sait là, depuis quelques années, Jonquière-Laval, c'est des matchs avec des bonnes rivalités vendredi, je trouvais. Là, je regardais ça. Là. Ben oui, c'est vrai. On a un Thetford Saint-Georges aussi à Beauceville. Droit croisé, peut-être le dernier match à Beauceville ou l'avant-dernier. Là, on sait là, la grève s'est réglée à Saint-Georges. Donc, le Cool FM qui devrait revoir le centre sportif de la Croix-du-Til vraisemblablement avant la fin du mois de novembre. Donc, ça, c'est une belle nouvelle. Donc, un des derniers matchs à Beauceville contre Thetford. Donc, ça va être intéressant. On le sait, ces deux équipes-là, en fait, sont à égalité au premier rang aussi en ce moment. Donc, ça aussi, c'est assez important là, en début de saison, ce type de match-là. Ensuite de ça, les Éperviers contre les 3L. Petite passe, mini passe à vide des Éperviers, là, 2 défaites consécutives. S'en va à Rivière-du-Loup contre une équipe là, qui veut vraiment leur trouver le droit chemin. On a des nouveaux joueurs du côté de Rivière-du-Loup. C'est avec le premier match local pour Bellegarde et Brochette. Donc, ça va être intéressant à voir là, ce qu'ils vont faire là, devant leurs partisans. Donc, ça aussi, là, ça va être à surveiller. Et le premier match entre les deux équipes d'expansion à Saint-Hyacinthe, donc le national qui va être à Saint-Hyacinthe pour affronter le bataillon. Fait que ça aussi, ça va être le fun de voir là, laquelle des deux équipes d'expansion va remporter ce match-là. J'imagine qu'entre deux équipes d'expansion, il doit y avoir quand même un petit surplus là, de rivalité ou d'intensité parce qu'on se dit on veut montrer à l'autre que c'est nous la meilleure équipe d'expansion. Donc, voilà, samedi, un match en après-midi. Donc, les Marquis de Jonquière qui vont être en visite à Sorel-Tracy. Promotion assez le fun à Sorel-Tracy pour ceux qui vont avoir la chance d'y aller. La poutine à 5$ de nos jours, surtout celle à Sorel qui est quand même très généreuse. C'est tout un deal. Avec les hot dogs à 1$ aussi. Donc, comme on voit là, des fois, je ne sais pas s'ils vont en vendre 100 000 comme ils font au stade des Blue Jays quand c'est les hot dogs à 1$ l'été, là, mais ça risque d'être quand même assez populaire. Puis la bière à 5$ aussi, ça aussi, de nos jours, c'est quand même un bon deal. Fait que ça va être le fun à Sorel là, samedi après-midi pour la visite des Marquis. Et puis, dimanche après-midi, dimanche, là, une autre petite promotion, dimanche famille, là, où est-ce que les enfants, je pense, je vais peut-être juste aller les filles, je ne vais pas dire rendre gratuitement parce que c'est pas... je sais qu'il y a toujours une notion pour les enfants, là. Parce que j'ai... Ouais, tu lagues un peu, Dave. Est-ce qu'on m'entend?
Ouais, on t'entend, mais ouais. C'est pas si correct, je pense. Là. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que, je l'ai, la promotion pour les enfants. Donc, dimanche après-midi, le Cool FM et les Pétroliers. Donc, quand même plusieurs équipes avec qui les Pétroliers ont des bonnes rivalités. Il y en a pas beaucoup avec lesquels il n'y en a pas. Je regarde ça. Le Cool FM versus Laval, ça aussi, c'est une bonne rivalité. Donc, dimanche après-midi à 16h, gratuit pour les enfants de 16 ans. Ben, personne, là, à 16 ans, peut-être 15 ans, plus des enfants, c'est des ados, là, mais gratuit pour le monde de 16 ans et moins. Donc, les dimanches, là, famille à Laval. Donc, ça risque d'être un bon match, ça aussi. Donc, voilà, 6 matchs à l'affiche cette semaine. Là, plusieurs grosses rivalités qui vont reprendre de plus belle. Yes, donc on va avoir encore une fois des bons matchs à se mettre sous la dent lors du prochain week-end. Et sur ce, David, ça conclut notre émission de ce soir. On va remercier les partisans qui étaient en grand nombre pour nous écouter et pour voir en entrevue là, Tristan Bérubé des Marquis, qui était un excellent invité. Et sur ce, on se souhaite des bons matchs pour le prochain week-end. Et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.